Il pensait faire d'elle la risée de la soirée la plus selecte de Paris en l'y invitant. Mais dès que ses doigts se sont posés sur le piano, l'humiliation a changé de camp. Le couloir du 30e étage était plongé dans un silence glacial, baigné par la lumière blafarde de l'aube. Seul le frottement de la serpillière d'Élise sur le marbre poli brisait le calme, un rythme lent et las. Une odeur de cire et de désinfectant flottait dans l'air. C'est alors que le claquement de chaussures de luxe sur le sol la fit s'arrêter. Arthur Beaumont et deux de ses amis avançaient dans sa direction, amusés par quelque chose sur leur téléphone. Il s'arrêta juste devant elle, son sourire arrogant toujours aux lèvres. Il la toisa de haut en bas, un regard qui la faisait se sentir plus insignifiante que le seau d'eau sale à côté d'elle. « Élise », dit-il, son nom sonnant étrangement dans sa bouche. « J'ai une proposition à vous faire. » Ses amis échangèrent un regard, retenant un rire. Élise resta silencieuse, le manche de la serpillière serré dans ses mains. « Je donne une fête pour mon anniversaire samedi, dans le grand salon du Grand Hôtel Élysée, et j'aimerais que vous veniez. Considérez ça comme un cadeau. » Le mot « cadeau » était chargé de dérision. L'un des amis toussa pour masquer son hilarité. « Une occasion pour vous de voir comment vit l'autre monde. Qu'en dites-vous » L'humiliation était palpable, aussi lourde que l'air avant un orage. Refuser, c'était lui donner la satisfaction de la voir se recroqueviller. Accepter, c'était marcher droit dans son piège. Arthur se pencha légèrement, baissant la voix pour prendre un faux air de confidence. « Ne vous inquiétez pas de votre tenue. Ce que vous avez, ce sera amusant. » L'appât était lancé. Il l'avait acculé, transformant le couloir en arène. Le silence s'étira. Lentement, Élise se redressa. Elle essuya ses mains humides sur son uniforme, releva le menton et le regarda droit dans les yeux. La fatigue sur son visage laissa place à un calme glacial, une étincelle de défi qu'il n'attendait pas. Sa voix sortit, ferme, sans la moindre hésitation. « J'accepte, monsieur Beaumont. Je vous remercie de l'invitation. » La vie d'Élise était une danse perpétuelle entre deux mondes. Le jour, les couloirs froids et impersonnels du gratte-ciel d'Arthur Beaumont étaient sa scène. La blouse de travail bleue délavée, la routine éreintante du nettoyage, le poids des regards condescendants de certains employés. Mais une fois la porte de son petit 2 pièces en location franchie, l'atmosphère changeait. L'arôme doux des tisanes médicinales flottait dans l'air, mêlé au silence inquiet qui planait sur la chambre de son jeune frère, Léo. Le lit, qui semblait engloutir sa frêle silhouette, était le centre de son univers. C'était pour Léo, pour son traitement coûteux et constant, qu'Élise balayait les excès du monde d'Arthur. Dans un coin du salon, recouvert d'un drap blanc, reposait un vieux piano droit, aux touches jaunies par le temps. C'était le vestige d'une autre vie, de rêves musicaux, qui résonnaient dans sa mémoire comme une mélodie lointaine. Ses doigts, aujourd'hui rêches au contact des produits d'entretien, avaient autrefois glissé avec une légèreté et une précision infinie sur ces mêmes touches, en extrayant des harmonies complexes et passionnées. La musique était sa langue maternelle. Une promesse d'avenir brisée net par une tragédie soudaine qui l'avait laissé seul, à 20 ans, responsable de Léo et des dettes accumulées après l'accident. Avant cette invitation fatidique, il y avait eu d'autres rencontres avec Arthur. Des croisements rapides dans l'ascenseur, une demande sèche de nettoyer une tache de café sur le tapis de sa salle de réunion, des regards furtifs qui ne reconnaissaient jamais la personne derrière l'uniforme. Pour Arthur, Élise faisait partie de l'engrenage invisible qui maintenait son monde en ordre, une présence fonctionnelle et négligeable. Il ne l'avait jamais vraiment vue, ne s'était jamais demandé si, derrière la façade de l'agent d'entretien, il y avait une histoire, une âme complexe façonnée par la perte et la résilience. La nuit, suivant l'invitation, Élise ne dormit pas. Les paroles d'Arthur résonnaient dans son esprit, la moquerie implicite la brûlant comme une braise. Mais au lieu de se noyer dans l'humiliation, une flamme de détermination commença à s'allumer en elle. Elle avait besoin d'un plan. Et elle connaissait la personne parfaite pour l'aider. Madame Sylvie Dubois, la couturière du quartier, était une figure singulière. Ses mains, que des années de travail à l'aiguille avaient burinées, possédaient le don de transformer des chutes de tissu en œuvres d'art.
Élise alla la trouver dans son petit atelier, un espace magique où des tissus colorés s'entassaient sur des étagères poussiéreuses et où le son de la machine à coudre était une mélodie constante. Élise ne demanda pas à emprunter une robe, ni n'implora une faveur. Elle arriva avec une idée, une esquisse rudimentaire sur un morceau de papier froissé et une lueur déterminée dans les yeux. Elle ne serait pas la risée de la fête. Elle en serait la surprise. Le premier acte de sa revanche était en marche, silencieux et déterminé, cousant un nouveau destin pour cette nuit fatidique. Dans le petit atelier de Madame Sylvie, entre les rouleaux de satin et les bobines de fil, la réalité du plan d'Élise commença à prendre forme. La couturière, son maître ruban autour du cou, regardait la jeune femme avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « C'est un pari risqué, ma petite, » dit Sylvie, la voix douce comme du velours. « Cet homme et ses amis, ils ne jouent pas franc jeu, ils se nourrissent de l'humiliation des autres. » Élise glissa simplement ses doigts sur un tissu rouge, un coupon de soie qui semblait capturer toute la lumière de la pièce. « Je sais, » répondit-elle sans détourner le regard. « C'est pour ça que je ne peux pas y aller comme ils s'y attendent. » Sylvie soupira, prenant les mains d'Élise dans les siennes. C'étaient des mains soignées, mais la peau était rêche, marquée par des callosités qui n'appartenaient pas à une musicienne. « Je me souviens encore de toi, tu sais, » continua Sylvie, les yeux perdus dans un lointain souvenir. « Une fillette de 10 ans, à un récital au théâtre du Châtelet. Tes pieds atteignaient à peine les pédales. Mais quand tu as commencé à jouer, le monde s'est arrêté. » Les gens retenèrent leur souffle. Ce n'était pas juste des notes, Élise. C'était des histoires, des sentiments. C'était quelque chose que la plupart des musiciens cherchent toute leur vie sans jamais le trouver. Ils t'appelaient le prodige. Ils disaient que ton nom serait sur les affiches à Vienne, à Paris, à New York. Qu'est-il arrivé à cette petite fille, Élise? Où est passée toute cette musique? Une ombre, voilà le regard d'Élise. Une douleur ancienne qu'elle gardait enfermée à double tour. « La vie est arrivée, Sylvie, » murmura-t-elle, la voix à peine audible. La musique n'était pas partie. Elle était là, endormie, ensevelie sous des couches de responsabilité et de sacrifice. Plus tard, dans son appartement, la raison de ce sacrifice était assise au bord du lit, regardant la silhouette blanche qui recouvrait le piano dans le coin du salon. Léo, avec la sagesse que la maladie chronique impose souvent aux jeunes, sentait l'agitation de sa sœur. « Tu vas vraiment à cette fête ?» demanda-t-il d'une voix fragile. Élise se força à sourire en arrangeant ses oreillers. « J'y vais. Ce sera différent. » Le regard de Léo revint vers le piano. « Pourquoi tu ne joues plus pour moi? Même pas la berceuse de maman ?» La question flotta dans l'air, chargée d'un poids qu'eux seuls comprenaient. Élise s'assit à côté de lui, son sourire s'effaçant pour laisser place à une honnêteté sereine. « Tu te souviens du piano que nous avions dans l'ancienne maison ?» commença-t-elle. « Le grand, à queue, noir et brillant comme un lac la nuit ?» Léo hocha la tête. « Après l'accident, après que maman et papa sont partis, les factures de l'hôpital ont commencé à arriver. C'était des montagnes de papier, Léo, et tu avais besoin de soins, des meilleurs médecins. Le grand piano a tout payé les premiers mois. » Elle marqua une pause, déglutissant difficilement. « Je l'ai vendu pour que tu ailles bien. Celui-ci, dit-elle en désignant le piano couvert, c'était le piano d'études de grand-mère. Je n'ai pas pu m'en défaire. Mais chaque fois que je le regardais, je me souvenais de ce que nous avions perdu et de ce que je devais faire. Mon rêve n'était plus aussi important que ta vie. Ça n'a jamais été un choix. C'était une certitude. À cet instant, la vérité se révéla dans sa forme la plus pure. La musique n'était pas un rêve abandonné, c'était un sacrifice d'amour. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, dans son bureau surplombant la ville, Arthur Beaumont reçut un appel du directeur du Grand Hôtel Élysée. « Monsieur », dit le directeur, « juste une curiosité. Le chef d'orchestre m'a interrogé sur l'une de vos invitées, une certaine Élise de Angelis. Il a dit que ce nom ne lui était pas inconnu, que c'était le nom de la pianiste la plus douée de sa génération au conservatoire avant qu'elle ne disparaisse de la circulation. Ce doit être une erreur, n'est-ce pas ?» Arthur fronça les sourcils. « Angelis? Non. Son nom est différent. »
Et c'est l'agent d'entretien. C'est évidemment une erreur. Il raccrocha, mais pour la première fois, une minuscule graine d'incertitude fut plantée dans son esprit arrogant. La décision était prise, et avec elle, un fragile souffle d'espoir. Élise et Madame Sylvie passèrent la nuit penchées sur la table de la cuisine, l'esquisse de la robe entre elles, tel un plan vers un territoire inconnu. Sylvie, avec sa sagesse tissée au fil des ans, savait que le génie du design exigeait un tissu à la hauteur de son ambition. Ce n'était pas une question de luxe, mais de physique. Le tombé, la façon dont la lumière danserait sur le tissu à chaque pas d'Élise, la manière dont il bougerait comme une seconde peau, tout cela faisait partie de l'armure qu'elle construisait. Elles rassemblèrent chaque centime qu'elle possédait, une petite pile de billets froissés représentant des semaines d'économie et de petits sacrifices. C'était un trésor modeste, mais il portait le poids d'un rêve audacieux. Leur destination était l'avenue Marceau, le cœur battant du luxe parisien, et plus précisément une boutique dont le nom était murmuré avec révérence parmi les grands couturiers, étoffes précieuses. Le trajet en bus de leur quartier jusqu'au centre de l'opulence fut comme la traversée d'une frontière invisible. L'air semblait changer, devenant plus rare et parfumé. En descendant sur l'avenue, le bruit familier de la ville laissa place à un murmure poli, au cliquetis des talons sur des trottoirs immaculés et au ronronnement doux des voitures de luxe. La façade d'étoffes précieuses était une œuvre d'art de verre et d'acier brossé, intimidante dans sa perfection. Un instant, elles hésitèrent. Sylvie lissa sa robe simple, soudain consciente de sa modestie. Élise, cependant, prit une profonde inspiration, le visage serein, et poussa la lourde porte en verre. Entrer dans la boutique, c'était comme être submergé par un silence feutré. Le sol était recouvert d'une moquette grise, si épaisse que leurs pas ne faisaient aucun bruit. L'éclairage était stratégique, chaque faisceau de lumière conçu pour exalter la beauté des tissus exposés en rouleaux gigantesques, tels des totems de soie, de velours et d'organza. L'air était imprégné d'un coûteux parfum floral. Deux femmes, vêtues d'une élégance étudiée, les observèrent par-dessus leurs lunettes de soleil. Un regard rapide qui les catalogua et les rejeta en moins d'une seconde. Élise sentit leur regard, mais l'ignora, se concentrant sur son objectif. Et puis, elle le vit. Sur un piédestal au centre de la boutique, un rouleau de soie carmin. C'était un rouge profond, vibrant, la couleur du sang et de la passion, du pouvoir et du défi. C'était la couleur de la robe. Elles s'approchèrent presque avec révérence, craignant de le toucher. Sylvie tendit la main, ses doigts calleux effleurant la surface lisse du tissu. « C'est celui-ci », murmura-t-elle, les yeux brillants. « Il respire, Élise. Il a sa propre vie. » À ce moment, une silhouette glissa près d'elle, aussi silencieuse que l'ambiance. C'était le gérant de la boutique, un homme d'âge mûr, impeccablement vêtu d'un costume gris, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux froids. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-il, la voix polie mais sur un ton qui suggérait que la réponse était « non ». Sylvie, la couturière expérimentée, se tassa sous son regard, mais Élise fit un pas en avant. « Oui, s'il vous plaît. Nous aimerions voir ce tissu. Il nous en faudrait 3 mètres. » Le gérant, Monsieur Lefebvre, haussa un sourcil, un geste presque imperceptible. « Ceci est un satin de soie pure, importé de Lyon, » dit-il comme s'il donnait une conférence. « Une pièce très délicate, réservée à nos clients de haute couture. Peut-être que ce que ces dames recherchent se trouve dans notre catalogue de tissus synthétiques. Je peux demander à une assistante. »« Nous voulons celui-ci, » répéta Élise, la voix calme mais inébranlable. La patience du gérant commença à s'effriter. Avec un soupir théâtral, il déroula une extrémité du tissu, le laissant tomber en une cascade de rouge vif. Le prix qu'il annonça au maître était 4 fois supérieur à ce qu'elles avaient en main. Il prononça le chiffre et resta silencieux, attendant la réaction, le choc, la retraite humiliée. Le visage de Sylvie blêmit, l'espoir dans ses yeux s'éteignit. C'était une gifle silencieuse, plus cruelle que n'importe quel cri. Élise vit la douleur de son amie et sentit une fureur froide lui monter le long de la colonne vertébrale. Elle regarda le gérant,
non pas avec colère, mais avec une clarté tranchante. « Le tissu est magnifique, dit-elle, la voix toujours ferme. Il est dommage que sa beauté ne puisse être achetée par ceux qui l'apprécient vraiment, mais seulement par ceux que vous jugez dignes de lui. » L'insulte voilée avait atteint sa cible. Le sourire du gérant disparut. « Je pense que ces dames n'ont pas compris. C'est une maison de prestige, pas un marché. Je vous prierai de bien vouloir vous retirer afin de ne pas déranger notre clientèle. » Il fit un signe discret de la tête, et un agent de sécurité robuste, qui se tenait jusqu'alors près de la porte, fit un pas dans leur direction. L'humiliation était complète. Elles tournèrent le dos et se dirigèrent vers la sortie, chaque pas une éternité, sous les regards curieux des autres clientes. La porte en verre se referma derrière elles, et le silence luxueux de la boutique fut remplacé par le bruit indifférent de la rue. Sylvie était anéantie, des larmes brillant dans ses yeux. « Je le savais, Élise. C'est un autre monde. Un mur trop haut pour nous. » Elles s'arrêtèrent sur le trottoir, leurs rêves en lambeaux. Mais alors, Élise prit la main de son amie. Le feu dans ses yeux ne s'était pas éteint. Au contraire, l'humiliation l'avait attisé. « Il n'a pas dit que nous ne pouvions pas avoir une robe rouge, » dit Élise, la voix vibrant d'une nouvelle force. « Il a seulement dit que nous ne pouvions pas l'avoir avec son tissu. Leur monde a des règles, Sylvie. Il est temps que nous créions les nôtres. » L'humiliation chez Étoffes Précieuses, au lieu d'éteindre la flamme, servit de carburant. De retour dans le petit atelier de Madame Sylvie, la porte se ferma sur le monde des règles et des jugements, et un nouvel univers de possibilités s'ouvrit. La défaite se transforma en création. Si elles ne pouvaient avoir la soie de lion, elles auraient le génie de Sylvie. La couturière, les yeux brillants de défi, fouilla dans son propre trésor de tissu, des restes de travaux passés, et trouva un crêpe de viscose. C'était un tissu humble, mais entre ses mains, il avait du potentiel. « Il compte sur le pouvoir de l'argent, Élise, » dit Sylvie, tandis que ses doigts agiles épinglaient un patron en papier. « Nous allons compter sur le pouvoir de la géométrie, de la coupe parfaite. » L'atelier, autrefois un refuge, devint un laboratoire de combat. Des morceaux de tissu rouge couvraient la table et le son des ciseaux coupant l'étoffe était net et déterminé. Il y avait une énergie contagieuse dans l'air, la joie pure de créer de la beauté à partir de presque rien. Pour la première fois depuis longtemps, Élise ressentit une pointe de bonheur sincère, le sentiment d'être aux commandes, de tisser son propre destin. C'est au plus fort de ce moment d'espoir que le téléphone sonna. Le son strident déchira l'air, les faisant sursauter toutes les deux. C'était le numéro de la clinique de Léo. Le cœur d'Élise se glaça. Elle répondit, la main tremblant légèrement. De l'autre côté du fil, la voix calme et professionnelle du médecin sonna comme une alarme incendie. C'étaient des mots techniques, complications respiratoires, crise soudaine, stabilisée. Mais une phrase se détacha, s'ancrant dans son esprit. Il a besoin d'un nouveau traitement. Il est importé. Nous ne pouvons pas le couvrir avec l'assurance de base. L'administration doit commencer dans les 48 heures. Le monde d'Élise, qui quelques secondes auparavant était fait de fils rouges et de rêves, s'effondra. Elle courut à la clinique, le tissu oublié sur la table. L'odeur d'antiseptique la frappa comme un mur, une odeur qu'elle ne connaissait que trop bien, le parfum constant de son anxiété. Léo dormait dans un lit blanc, le visage serein mais pâle. Un fin tube à oxygène reposait sous son nez. Il ressemblait à une peinture fragile, qu'un souffle un peu fort pourrait briser. Une infirmière lui tendit un porte-bloc avec l'ordonnance et un devis. Élise regarda le chiffre au bas de la page. C'était une somme absurde, une muraille de chiffres qui semblait se moquer d'elle, l'équivalent de 6 mois de son salaire. C'était l'argent qu'elle n'avait pas, l'argent qu'elle ne saurait où trouver. La robe, la fête, la vengeance silencieuse qu'elle avait planifiée contre Arthur, tout se dissolvait, devenant une fantaisie stupide et enfantine face à la dure et froide réalité de cette facture. La dignité ne payait pas les médicaments. L'humiliation ne coûtait rien, mais la survie avait un prix impossible. Le chemin du retour fut un flou. Chaque pas était lourd, comme si elle marchait au fond de l'océan. Dans son appartement, la première chose qu'elle vit fut le mannequin où Sylvie avait laissé la base de la robe.
La couleur rouge, autrefois si vibrante et pleine de promesses, l'agressait maintenant. Cela semblait le comble de l'irresponsabilité, un luxe obscène face aux besoins désespérés de son frère. La vulnérabilité la frappa de plein fouet. Elle n'était pas une héroïne de conte de fées. Elle était une femme seule, fatiguée, coincée entre la maladie et la pauvreté. Le poids de tout cela l'écrasa. Elle s'assit au bord du lit, le devis tremblant dans sa main, et regarda le téléphone. La solution la plus logique, la seule possible, était d'appeler Sylvie, d'annuler le plan, de lui demander de vendre le tissu pour quelques pièces. Abandonné. Ses doigts touchèrent l'écran de l'appareil, cherchant le nom de son ami. C'était la fin du chemin. Arthur avait gagné avant même que la bataille ne commence. Il la verrait comme il l'avait toujours vue. Une femme de ménage insignifiante, une femme qui n'appartenait pas à son monde, et il aurait raison. Mais avant de passer l'appel, son regard tomba sur la petite table de chevet de Léo. À côté d'un verre d'eau, il y avait un dessin qu'il avait fait des semaines auparavant. C'était un dessin d'eux deux, main dans la main, devant un grand théâtre, avec le nom Élise en lettres capitales sur l'affiche. Un rêve d'enfant, une foi inébranlable dans le talent de sa sœur. Et c'est là, sur ce bout de papier, qu'elle comprit. Renoncer à la robe n'était pas seulement une question de fête. C'était renoncer à l'idée qu'ils méritaient mieux. C'était accepter la place que le monde leur donnait. C'était apprendre à Léo que rêver était dangereux. La colère laissa place à une détermination glaciale, presque désespérée. Elle ne savait pas comment, elle ne savait pas d'où elle trouverait l'argent. Mais l'abandon cessa d'être une option. Elle rangea le devis dans le tiroir, regarda la robe rouge et fit une promesse silencieuse à elle-même et à son frère. La guerre avait désormais deux fronts, et elle refusait de perdre sur l'un comme sur l'autre. La détermination était une armure, mais elle ne remplissait pas le garde-manger ni ne payait les médicaments. Les jours qui suivirent la crise de Léo furent une plongée dans un océan d'anxiété et de refus. Élise passa ses rares heures de repos dans un pèlerinage désespéré. Elle visita des agences de crédit rapides où les taux d'intérêt abusifs étaient une insulte à sa situation. Elle appela d'anciens contacts de ses parents, des gens qui avaient autrefois fréquenté leur maison, mais les conversations étaient brèves, les excuses polies et l'aide inexistante. Elle fouilla ses placards et ses boîtes à la recherche de quelque chose de valeur à vendre, mais ne trouva que des souvenirs et des objets dont la valeur sentimentale était tout ce qu'il possédait. Chaque porte fermée, chaque nom reçu, était une brique de plus dans le mur qui l'emprisonnait. La solitude était sa compagne constante, un écho dans l'appartement silencieux. La fête d'Arthur, autrefois un champ de bataille pour sa dignité, semblait maintenant une montagne lointaine, impossible à atteindre. Sa lutte était devenue plus primitive. C'était pour la survie de son frère. Ce soir-là, elle retourna travailler dans l'immeuble d'Arthur avec le poids du monde sur ses épaules. La fatigue n'était pas seulement physique, c'était un épuisement de l'âme qui rendait chaque mouvement de la serpillière une tâche monumentale. Alors qu'elle nettoyait le vaste et silencieux hall d'entrée, M. Garnier, le gardien de sécurité de nuit, l'observait depuis son poste derrière l'imposant comptoir en marbre. C'était un homme de peu de mots, avec un visage sillonné de rides qui racontait des histoires d'une vie entière de travail et d'observation. Dans un immeuble rempli de gens qui la traitaient comme un meuble, M. Garnier, lui, la voyait toujours. Il la saluait par son nom, lui demandait des nouvelles de son frère, et dans ses yeux, il y avait un respect qui valait plus que n'importe quel pourboire. Il avait été le témoin direct de l'arrogance d'Arthur à maintes reprises et avait remarqué la dignité silencieuse avec laquelle Élise supportait son travail. Cette nuit-là, il vit quelque chose de différent sur son visage, l'ombre du désespoir. Attendant un moment où le hall était complètement vide, il quitta son poste et s'approcha d'elle. « Mademoiselle Élise », commença-t-il, la voix grave et douce. « Pardonnez mon audace, mais vous n'avez pas l'air bien. La nuit pèse plus lourd que d'habitude sur vos épaules. » Élise s'arrêta de travailler, surprise par cette approche directe. Elle tenta un sourire, mais ce ne fut qu'une contraction de ses lèvres. « Ce sont juste des jours difficiles, Monsieur Garnier, mais ça passera. » La réponse était automatique, la barrière qu'elle érigeait face au monde.
mais son regard était si ferme et compatissant que la barrière commença à se fissurer. « Les jours difficiles ne passent pas tout seuls, » insista-t-il doucement. « Parfois, il leur faut un coup de main pour être poussés plus loin. » Quelque chose dans la sincérité de cet homme la désarma. La solitude qui l'étouffait trouva une petite fissure pour respirer. Elle ne raconta pas tout, mais elle parla de la maladie soudaine de son frère, de la facture imprévue, du sentiment de se noyer. Pendant qu'elle parlait, il l'écoutait, le visage impassible, mais les yeux pleins d'une profonde compréhension. Quand elle eut terminé, il n'offrit pas de mots de pitié. Au lieu de cela, il plongea la main dans la poche intérieure de sa veste impeccablement repassée. « J'ai entendu M. Beaumont l'autre jour, » dit-il à voix basse. « Il se vantait auprès de ses amis d'avoir oublié de vous envoyer l'invitation officielle. Il voulait voir votre tête quand on vous refuserait l'entrée. » Il sortit une enveloppe épaisse et élégante, ornée du sceau doré du grand hôtel Élysée. « Je pense que ceci vous appartient. C'est arrivé à la réception il y a 2 jours. Je l'ai gardé. » Il lui tendit l'invitation. Élise la prit, le bout de ses doigts glacés. C'était plus que du papier, c'était une clé. Mais M. Garnier n'avait pas terminé. « Ça vous fera entrer, » dit-il. « Mais ça ne résoudra pas la vraie tempête. » Il hésita un instant, puis sortit une autre enveloppe de sa poche, celle-ci plus simple, en papier kraft, épaisse et lourde. « Je ne suis pas un homme riche, Élise, mais j'ai travaillé toute ma vie. Ma femme et moi, nous gardions ça pour changer notre réfrigérateur. Mais le frigo peut attendre. La vie d'un garçon, non. » Il poussa l'enveloppe dans sa main, refermant ses doigts sur elle. « Utilisez-le pour le plus urgent. Ce n'est pas grand-chose, mais ça vient du cœur. Considérez cela comme un prêt du monde. Un jour, quand vous le pourrez, vous aiderez quelqu'un d'autre, et la dette sera payée. » Élise regarda l'enveloppe, sans voix. Les larmes qu'elle avait retenues pendant des jours coulèrent enfin, silencieuses et chaudes. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais d'une gratitude si écrasante qu'elle en était douloureuse. Au milieu de l'arrogance et du mépris, une alliance improbable s'était formée, un acte de pure bonté né de la solidarité silencieuse entre 2 êtres que le monde considérait comme invisibles. Cette nuit-là, dans le hall vide d'un immeuble qui symbolisait tout ce qui l'opprimait, Élise ne reçut pas seulement de l'argent et une invitation. Elle reçut de l'espoir. La générosité de M. Garnier fut la main qui la tira vers la surface, lui permettant de respirer alors qu'elle était sur le point de se noyer. Avec l'enveloppe kraft en main, Élise courut à la clinique et paya la première et cruciale dose du médicament de Léo. En voyant le soulagement sur le visage du médecin et en sachant que son frère avait une chance, une vague de gratitude l'inonda. Cet acte de bonté d'un quasi-inconnu était la preuve que la décence existait encore, un petit point de lumière dans l'obscurité de son désespoir. Cependant, la lumière de ce geste servit aussi à éclairer le chemin qu'il lui restait à parcourir. L'argent avait accompli son but le plus noble et le plus urgent, et maintenant, il n'y en avait plus. La crise immédiate était contenue, mais la guerre financière était loin d'être terminée. Et au milieu de tout cela, la date de la fête d'Arthur approchait comme un train fou. De retour à l'atelier, la robe rouge était presque terminée, une merveille d'ingénierie textile née du talent de Madame Sylvie. Elle était spectaculaire, mais toutes 2 savaient que la bataille ne se gagnait pas seulement avec la robe. La transformation devait être complète. « L'arrogance est dans les détails, Élise, » dit la couturière, les yeux plissés en analysant son œuvre. « Ils ne regardent pas seulement les vêtements, ils inspectent tout. Les chaussures, la coiffure, la façon dont tu tiens ta tête. Le diable se cache dans les détails. » Elle avait raison. Pour entrer dans ce salon et ne pas être immédiatement rejetée comme une imposture, Élise avait besoin de plus qu'une jolie robe. Elle avait besoin de chaussures qui lui donneraient de la hauteur et du pouvoir, d'une coiffure qui encadrerait son visage avec dignité, de petites touches qui compléteraient l'illusion et la transformeraient en la femme qu'Arthur n'imaginerait jamais qu'elle puisse être. Et ces détails, aussi triviaux qu'ils puissent paraître, avaient un coût qu'une fois de plus, elle ne pouvait pas payer. Cette nuit-là, dans son appartement, la réalité la frappa avec la force d'un coup de poing.
Il n'y avait plus personne à qui s'adresser, plus rien à demander. L'aide de M. Garnier avait été un miracle unique, irremplaçable. Ses yeux balayèrent la petite pièce, cherchant désespérément une solution. Et puis, ils se posèrent sur un petit coffre en bois sombre, niché dans un coin, couvert d'une fine couche de poussière. C'était la boîte de Pandore de ses souvenirs, le sanctuaire de son passé, un lieu qu'elle s'autorisait rarement à visiter. Le cœur lourd, elle s'agenouilla et souleva le couvercle. L'odeur de papier ancien et de cèdre emplit l'air. À l'intérieur, sous quelques photographies jaunies de ses parents, reposait son bien le plus précieux. Ce n'était ni des bijoux, ni de l'argent. C'étaient 2 volumes épais reliés en cuir. Les partitions. Un volume contenait les compositions originales de sa mère, une pianiste talentueuse dont le rêve avait été interrompu par la maternité. Les notes étaient écrites d'une calligraphie élégante, pleine de passion et de complexité. L'autre volume était un recueil de Chopin, un cadeau de son père, chaque page couverte d'annotations au crayon de sa petite écriture. « Ressens la nostalgie dans ce passage, ma fille », avait-il écrit à côté du nocturne en mi bémol. « Joue les silences, pas seulement les notes », avait-il noté sur une autre. Ces partitions n'étaient pas que du papier et de l'encre. C'étaient les voix de ses parents. C'étaient les leçons de musique, les après-midi au piano, la promesse de son avenir, la totalité de son héritage artistique. Vendre cela, c'était comme vendre un morceau de son âme. Les volumes pesant dans son sac comme du plomb, elle se rendit dans un vieux quartier de la ville, dans une petite boutique spécialisée en livres et partitions rares. Le propriétaire était un vieil homme à lunettes épaisses qui, en voyant les volumes, nettoya ses verres pour mieux voir. Il feuilleta les pages, avec un soin révérencieux, ses doigts d'expert reconnaissant la qualité du papier, la rareté des compositions de la mère, la profondeur des annotations du père. « Ceci, c'est l'histoire d'une famille », dit-il, la voix rauque, en regardant Élise par-dessus ses lunettes. « Êtes-vous sûr de ce que vous faites ?» Élise hocha simplement la tête, incapable de parler. Il lui offrit un prix juste, une somme qui lui retourna l'estomac, tant par le besoin que par la perte. L'argent qu'il compta dans ses mains semblait sale, le paiement d'une trahison. Elle sortit de la boutique en se sentant vide, creuse, l'argent dans sa poche la brûlait. Elle s'assit sur un banc, regardant les gens passer, et le poids du sacrifice l'écrasa. Elle avait vendu son passé, la dernière connexion tangible avec ses parents et avec la musique qui coulait dans ses veines. Mais alors que le soleil commençait à se coucher, une nouvelle perception commença à s'éclaircir dans son esprit. Elle n'avait pas détruit son héritage, elle l'utilisait. La musique de sa mère et la sagesse de son père n'étaient pas vendues. Elles étaient transformées en larmes dont elle avait besoin pour se battre. La valeur de ses notes se convertissait en les chaussures qui la rendraient plus grande, en la force dont elle aurait besoin pour relever la tête. Le sacrifice n'était pas une défaite, c'était l'acte final de sa préparation. C'étaient ses parents, d'une certaine manière, qui investissaient en elle, lui donnant leur bénédiction pour la bataille à venir. Avec cette nouvelle certitude, elle se leva. La douleur de la perte était toujours là, mais elle était désormais accompagnée d'une résolution d'acier. Elle retourna à l'atelier de Sylvie, posa l'argent sur la table et dit d'une voix ferme « Finissons-en ». Le prix final avait été payé. Le jour du gala se leva, gris et humide, un reflet parfait du tourbillon de nervosité et d'effroi dans l'estomac d'Élise. Mais dans le petit atelier de Madame Sylvie, le temps extérieur n'avait aucune importance. À l'intérieur, l'air crépitait d'une énergie concentrée, d'une tension sacrée, comme les moments de silence avant qu'un orchestre n'entame un concerto. C'était le jour de la bataille finale, et chaque geste faisait partie d'une liturgie de préparation. L'argent du sacrifice d'Élise avait été dépensé avec une précision chirurgicale, non pas en luxe, mais en armes. Une paire de talons hauts, simples et noirs, achetés dans un grand magasin, mais qui transformait la posture d'Élise, la forçant à relever la tête et à marcher avec une cadence imposante. Une paire de modestes boucles d'oreilles en argent, que Sylvie avait polies jusqu'à ce qu'elles brillent comme des étoiles, juste assez pour capturer la lumière et attirer le regard sur le visage d'Élise. Et, le plus important,
1 heure avec une maquilleuse et coiffeuse que Sylvie connaissait. Une jeune artiste qui travaillait à l'arrière de son propre appartement et qui devait une faveur à la vieille couturière. La transformation commença sur une chaise bancale dans la cuisine de cette jeune femme. Ce ne fut pas une tentative de masquer Élise, de lui peindre le visage d'une autre. Ce fut un travail d'excavation. Avec des pinceaux et des poudres, la maquilleuse adoucit les cernes sombres, marque de nuit blanche, mais laissa l'intensité dans le regard d'Élise. Elle accentua ses pommettes, révélant la structure forte que l'épuisement avait l'habitude de cacher. Les cheveux, auparavant attachés en un chignon fonctionnel, furent défaits et coiffés en un chignon élégant et simple qui exposait la ligne de son cou, lui conférant une grâce de cygne. Élise se regardait dans un petit miroir à main, ne reconnaissant pas la femme qui la fixait. Ce visage n'appartenait pas à l'agent d'entretien du 30e étage. C'était un écho d'une autre vie, un aperçu de la femme qu'elle aurait pu être. De retour à l'atelier, l'air devint encore plus solennel. La robe rouge reposait sur un mannequin, non plus un morceau de tissu, mais une entité à part entière, une promesse vivante. Sylvie s'était surpassée. La coupe était une œuvre d'architecture, les coutures invisibles. Elle avait ajouté un détail minuscule, presque secret. Elle avait brodé sur l'ourlet intérieur de la robe une unique clé de sol avec un fil doré, un rappel silencieux de la véritable identité d'Élise. Le moment était venu. Avec l'aide de Sylvie, Élise se dépouilla de son uniforme de travail pour la dernière fois et entra dans la robe. Le tissu, plus humble que la soie, épousa son corps comme s'il avait été fait pour elle. Le contact du crêpe sur sa peau était une caresse. Un réconfort. Sylvie remonta lentement la fermeture éclair et chaque dent qui se fermait était comme une plaque d'armure scellée en place. Élise enfila les chaussures, sentant le changement immédiat de son centre de gravité. Elle mit les boucles d'oreilles, sentant le froid du métal. La métamorphose était presque complète. « Maintenant, » dit Sylvie, la voix étranglée par l'émotion, « regarde. » Il y avait un grand miroir dans un coin de l'atelier, le cadre en bois usé, le verre taché par le temps. Élise l'avait évité toute la journée, craignant ce qu'elle pourrait, ou ne pourrait pas, y voir. Sylvie la tourna doucement pour qu'elle fasse face à son reflet, et le monde s'arrêta. La femme dans le miroir était une inconnue. Une silhouette grande, imposante, enveloppée dans une mer de rouge qui semblait brûler d'une lumière propre. La robe coulait de ses épaules jusqu'au sol, créant une silhouette d'une élégance intemporelle. Le chignon révélait un long cou, et le visage, autrefois une carte de la fatigue, était maintenant une étude de sérénité et de force. Un instant, Élise ne se reconnut pas, mais ensuite, elle regarda dans les yeux de l'image. Et là, derrière l'éclat du maquillage et la posture royale, elle se retrouva. Pas Élise, l'agent d'entretien, mais Élise dans sa totalité. La fille de ses parents, la pianiste prodige, la sœur dévouée, la femme qui avait été humiliée et qui avait refusé de rester à terre. Toutes ces versions étaient là, unies et révélées par cette robe rouge. Une seule larme roula sur sa joue, une traînée argentée qu'elle essuya rapidement. Ce n'était pas une larme de tristesse, c'était une larme de reconnaissance. La victoire n'était pas contre Arthur, pas encore. La victoire de ce moment était sur elle-même. C'était la victoire sur la voix dans sa tête qui lui murmurait qu'elle n'était pas assez bien, qu'elle n'appartenait pas à ce monde. Sylvie, à ses côtés, pleurait en silence, les mains sur la bouche, témoin du miracle que ses mains avaient aidé à créer. La transformation était complète. L'armure, forgée avec du tissu bon marché, de la solidarité, du sacrifice et de l'amour, était prête. Élise se tourna vers son amie, un nouveau feu dans son regard. La peur avait disparu, remplacée par un calme d'acier. « Merci, Sylvie, » dit-elle, la voix ferme, « de m'avoir rappelé qui je suis. » Elle sortit de l'atelier, et en faisant ses premiers pas dans la rue grise, le monde autour d'elle sembla perdre sa couleur. Seul le rouge de sa robe et la certitude de son but étaient réels. Elle n'allait plus à une fête pour être humiliée, elle se rendait sur sa scène. Cette scène vous a aussi noué la gorge. Ce moment où tout semble perdu, où l'envie est d'abandonner, mais vous regardez à côté de vous et voyez quelqu'un qui dépend entièrement de votre force.
Si vous avez déjà dû ravaler vos larmes pour être la forteresse de quelqu'un d'autre, même quand votre propre monde s'effondrait, s'il vous plaît, écrivez oui, ici, dans les commentaires. Je veux vraiment savoir qui sont les personnes de caractère qui me suivent. Le taxi était en route. Sur l'application du téléphone, une petite voiture se déplaçait lentement sur la carte de la ville, un héros de son destin imminent. Élise se tenait au centre de son petit salon, une statue de feu et de soie, dans un océan de simplicité. Le contraste était saisissant. La femme qu'elle voyait se refléter dans la vitre sombre de la fenêtre n'appartenait pas à cet endroit, avec ses murs écaillés et ses meubles usés. C'était une apparition d'un autre monde, une promesse d'une autre vie. De la chambre voisine parvenait le son doux de la respiration de Léo. Il dormait profondément, sa poitrine se soulevant et s'abaissant à un rythme tranquille, un miracle silencieux acheté avec de la bonté et des sacrifices. Le regarder la centrait, dissolvant le nœud d'anxiété dans son estomac pour le remplacer par un but clair et inébranlable. Cette nuit n'était pas à propos d'elle, c'était à propos d'eux. Il s'agissait de tracer une ligne dans le sable et de déclarer que leur avenir ne serait pas dicté par la cruauté ou la condescendance d'hommes comme Arthur. Pendant qu'elle attendait, les événements des derniers jours défilèrent dans son esprit, non pas comme un tourbillon de souvenirs, mais comme les pièces d'un puzzle qui s'emboîtait enfin, révélant une image qu'elle n'avait pas comprise jusqu'alors. Chaque épreuve, chaque humiliation lui avait appris une leçon, forgeant une nouvelle couche à son armure. Son regard croisa son reflet dans la fenêtre et elle se souvint du gérant de la boutique de tissus, du mépris dans ses yeux. Ce rejet lui avait appris que la valeur que les autres lui accordaient était un reflet de leurs propres limites, pas des siennes. Elle n'était pas définie par l'uniforme qu'elle portait ou l'argent qu'elle n'avait pas. Le mépris de cet homme était une cage, mais c'était la sienne, pas celle d'Élise. Elle était libre. Son regard se porta sur le tiroir où elle avait rangé le devis de la clinique, cette feuille de papier qui l'avait presque menée au désespoir absolu. Le souvenir de cette vulnérabilité, de ce sentiment de noyade, était encore une blessure récente. Mais en survivant à ce moment, elle avait appris quelque chose de fondamental. Sa plus grande faiblesse apparente, l'amour dévoué et la responsabilité envers son frère, étaient en réalité sa source de pouvoir la plus inextinguible. Cet amour lui donnait une raison de se battre qui surpassait toute peur ou humiliation. Arthur se battait pour son ego, pour le sport. Elle se battait pour une vie. Sur la table, l'invitation officielle que M. Garnier lui avait donnée brillait sous la faible lumière de la lampe. L'enveloppe élégante était un rappel tangible que la bonté pouvait fleurir dans les endroits les plus arides. L'alliance inattendue avec cet homme lui avait appris à ne pas voir le monde en noir et blanc. L'immeuble d'Arthur n'était pas seulement un nid d'arrogance. Il abritait aussi un homme décent qui voyait au-delà des apparences. Elle n'était pas totalement seule dans cette guerre. Elle portait avec elle la force silencieuse de sa solidarité, la foi qu'il avait placée en elle. Enfin, elle pensa à la boutique de musique poussiéreuse, au poids des partitions dans ses mains et au vide qu'elle avait ressenti en sortant avec l'argent. Ce sacrifice lui avait enseigné la leçon la plus douloureuse et la plus puissante de toutes. Son passé n'était pas une ancre qui la retenait, mais une racine profonde dans laquelle elle pouvait puiser sa force. En vendant les notes de sa mère, elle ne les avait pas abandonnées, elle les avait transformées. La musique n'était plus prisonnière du papier. Elle était vivante en elle, dans le sang qui pulsait dans ses veines, dans la détermination qui durcissait sa colonne vertébrale. La musique était son héritage, son langage, sa vérité. Et c'est à cet instant que la dernière pièce du puzzle se mit en place. Jusqu'à ce moment, son plan avait été réactif. Elle irait à la fête pour survivre à l'humiliation, pour prouver à Arthur qu'il avait tort. Mais c'était encore jouer son jeu, sur son terrain. Survivre n'était pas la même chose que gagner. Pour gagner, elle devait redéfinir le champ de bataille. Elle devait amener le combat dans son propre monde. Elle prit son téléphone avec un calme qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Ses doigts ne tremblèrent pas en cherchant un nom dans son ancienne liste de contacts. Marc.
le meilleur trompettiste de sa promotion au conservatoire, maintenant leader du groupe de jazz le plus demandé de la ville pour les événements de luxe. Le groupe qui, elle le savait, jouerait à la fête d'Arthur. Le téléphone sonna 1, 2 fois. Elle retint son souffle. « Allô ?» Sa voix était la même, un peu plus grave. « Marc » dit-elle, la voix claire et ferme. « C'est Élise, Élise de Angelis. » Il y eut un silence choqué de l'autre côté. « Élise ? Waouh ! Je n'en reviens pas. Je pensais que tu avais disparu. »« Il le fallait, » répondit-elle, ne laissant aucune place aux questions. « Je t'appelle pour une raison. Tu joues au Grand Hôtel Élysée ce soir, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, l'événement d'Arthur Beaumont. »« Comment tu... »« J'y serai, » le coupa-t-elle. « Et j'ai besoin d'une faveur. J'ai besoin de 5 minutes, Marc, au piano, pendant une des pauses du groupe. » Un autre silence, plus long cette fois. « Élise, je ne peux pas faire ça. C'est un événement d'entreprise. Tout est chronométré, le client. Tu te souviens de ce que disait le professeur Petrov ?» l'interrompit-elle, la voix baissant pour prendre un ton de complicité et de défi. Il disait qu'un véritable artiste ne demande jamais la permission de dire la vérité. Je ne demande pas, Marc. J'ai quelque chose à dire. L'autorité dans sa voix, la même que ses professeurs voyaient quand elle jouait, le désarma. Il laissa échapper un soupir. 5 minutes, Élise, c'est tout ce que je peux te donner. C'est tout ce dont j'ai besoin, répondit-elle. La notification vibra dans sa main. La voiture était arrivée. Elle raccrocha, jeta un dernier regard à la chambre de Léo et se dirigea vers la porte. En tournant la clé dans la serrure, le déclic métallique sonna comme le cran d'une arme qu'on arme. La transition était terminée. La proie était devenue la chasseresse. Le salon impérial du Grand Hôtel Élysée était un univers à part, un écosystème de pouvoir et de privilèges. L'air était dense du parfum d'orchidées rares et de whisky coûteux. Un bourdonnement de conversations polies flottait au-dessus du son velouté du quartet de jazz de Marc, qui jouait dans un coin de la scène. Des lustres de cristal, vastes comme des constellations, déversaient une lumière dorée sur un océan de smoking noir et de robes haute couture qui scintillaient comme la peau de poissons exotiques. C'était un spectacle d'opulence étudié, un théâtre où chaque invité jouait le rôle de quelqu'un d'important. Et c'est dans cet aquarium de luxe que les lourdes portes en chêne s'ouvrirent et qu'Élise entra. Elle s'arrêta en haut du petit escalier menant au salon, une silhouette solitaire dans une robe d'un rouge défiant. Un instant, personne ne la remarqua. Mais ensuite, un silence se forma autour d'elle, une petite mare de quiétude qui commença à s'étendre en ondes. Les conversations les plus proches vacillèrent et s'éteignirent. Des têtes se tournèrent, des coupes de champagne s'arrêtèrent à mi-chemin des lèvres. Ce qu'ils virent n'était pas seulement une belle femme, il y en avait des centaines dans le salon. Ce qui les fit taire, c'était l'aura qu'elle projetait. Une posture impeccable, le menton relevé, un regard qui ne cherchait pas l'approbation, mais qui se contentait d'observer, calme et perçant. Sa robe, dans sa simplicité géniale, était un contrepoint saisissant à l'ostentation calculée du reste de la salle. Elle n'essayait pas de s'intégrer, elle était là, et sa seule présence était une interrogation. De l'autre côté du salon, Arthur Beaumont était le soleil autour duquel les autres planètes orbitaient. Il riait fort à une blague, la main sur l'épaule d'un sénateur, l'incarnation même du pouvoir et de la confiance en soi. C'est un de ses associés qui lui donna un coup de coude, désignant discrètement du menton la direction de l'entrée. Arthur se tourna, son sourire de prédateur encore aux lèvres, s'attendant à voir la femme de ménage recroquevillée et éblouie, une souris de laboratoire perdue dans le palais. Ce qu'il vit cependant figea et fit s'effondrer son sourire. Le verre dans sa main s'immobilisa, ses yeux se plissèrent. Ce n'était pas l'Élise qu'il connaissait. Cette femme grande, élégante, avec un air de royauté blessée, était une étrangère, une menace. La surprise initiale laissa place à une vague de fureur glaciale. Non seulement elle le défiait, mais elle lui volait sa fête, sa scène, avec rien de plus que sa présence. Retrouvant son sang-froid, il marmonna une excuse à ses invités et commença à traverser le salon.
Sa démarche était agressive, celle d'un requin se dirigeant vers une anomalie sur son territoire. Pendant ce temps, Élise descendait l'escalier, chaque pas mesuré et silencieux. La mère de Jean lui ouvrit un chemin, les regards la suivant, curieux et spéculatifs. Elle ne regarda pas sur les côtés. Ses yeux étaient fixés sur Arthur qui approchait. Ils se rencontrèrent au centre du salon, un cercle de silence se formant autour d'eux. « Tiens, tiens !» dit Arthur, la voix faussement joviale, mais les yeux durs comme de la glace. « Cendrillon, je vois que vous avez trouvé une bonne fée. Dites-moi, le charme se rompt à minuit? Où avez-vous garé la citrouille ?» La foule la plus proche rit, un son incertain. Élise ne sourit pas. « Bonsoir, monsieur Beaumont, » dit-elle, la voix calme et claire, sans une once de nervosité. « La fête est magnifique. Je vous remercie de votre hospitalité. » Sa politesse le désarma. Il s'attendait à des bégaiements, de la peur. Il essaya de nouveau, le sarcasme plus acéré. « J'aime la robe, un choix audacieux. Je ne savais pas que le rouge était la couleur de la gratitude. La gratitude est dans le cœur, monsieur Beaumont, » répondit-elle, le regard ferme. « La couleur n'est qu'un choix. J'ai pensé qu'elle correspondait à l'occasion. » Chacune de ses réponses était un coup de judo, utilisant sa force contre lui, le faisant passer pour un agresseur maladroit. La frustration commença à poindre sur son visage. Le plan de la déstabiliser en privé avait misérablement échoué. Il était temps de passer au plan B, l'annihilation publique. D'un mouvement brusque, il se tourna, prit une coupe et une fourchette sur un plateau proche et les frappa l'une contre l'autre, le son métallique et aigu réduisant tout le salon au silence. « Votre attention, s'il vous plaît, amis, collègues, un moment de votre précieuse attention. » Sa voix, amplifiée par l'acoustique du salon, était dominante. « C'est mon anniversaire aujourd'hui, mais je veux aussi célébrer l'esprit de générosité. » Il sourit, un sourire large et faux. « Nous croyons aux opportunités, à donner une chance à tous, peu importe d'où ils viennent. Et ce soir, nous en avons un exemple vivant parmi nous. » Il ouvrit les bras et désigna Élise, qui était maintenant complètement isolée au centre de centaines de regards. « Voici Élise, l'une de nos plus dévouées collaboratrices. La femme dont le travail acharné garantit que les bureaux où nous concluons nos grandes affaires soient toujours impeccables. » Un murmure parcourut la salle. La révélation flotta dans l'air, choquante et cruelle. Et en guise de gratitude, je l'ai invitée à voir à quoi ressemble notre monde pour une nuit. Et maintenant, j'aimerais qu'elle monte sur scène et dise quelques mots, pour nous raconter ce que cela signifie pour quelqu'un comme elle, d'être ici. Il tendit la main vers la scène, le sourire d'un bourreau qui venait de lâcher la lame de la guillotine. Le silence dans le salon était total, lourd, suffocant. C'était un échec, et mat. Tous s'attendaient à ce qu'elle s'enfuit, qu'elle pleure, qu'elle se désintègre sous le poids de cette humiliation colossale. Mais Élise ne bougea pas. Elle fixa le regard triomphant d'Arthur, et pendant une longue seconde, le monde sembla retenir son souffle. Puis, avec un calme qui défiait la logique, elle commença à se déplacer, non pas vers la sortie, mais vers la scène. Le son solitaire de ses talons sur le marbre résonnait dans le silence mortel. Un roulement de tambour marchant vers l'échafaud ou vers la gloire. Elle arriva au pied de la scène. Arthur la regardait d'en haut, victorieux. Elle posa un pied sur la première marche. L'histoire de cette nuit était sur le point de s'écrire. Élise gravit les marches de la scène, non comme une victime montant à l'échafaud, mais comme une reine montant sur son trône. Chaque pas était une affirmation. Arrivée en haut, elle se retrouva au centre d'un projecteur, la lumière aveuglante l'isolant du reste du monde. Arthur s'approcha, le micro à la main tel un sceptre de pouvoir, son sourire narquois de retour sur son visage. Il croyait l'avoir acculé, que sa victoire était inévitable. « La parole est à vous », siffla-t-il en lui tendant l'objet métallique. La salle entière, une mer de visages curieux et cruels, attendait le balbutiement d'une femme de ménage effrayée, la confirmation de son infériorité. Ils attendaient un spectacle d'humiliation. Et Élise allait leur donner un spectacle, mais pas celui auquel ils s'attendaient. Elle regarda le micro, puis les yeux d'Arthur, et d'un geste qui choqua tout le monde, elle l'ignora tout simplement. Elle lui tourna le dos.
Un murmure de stupéfaction parcourut le salon. Arthur resta paralysé un instant, le micro toujours tendu vers l'espace vide où elle s'était tenue. Son expression de triomphe vacilla, remplacée par une confusion incrédule. Élise ne fuyait pas. Elle marchait, avec une grâce et une détermination hypnotique, vers l'autre extrémité de la scène, où un magnifique piano à queue noire reposait, silencieux, faisant partie du décor du groupe. Marc, le chef d'orchestre, la vit approcher. Ses yeux s'écarquillèrent un instant, mais il fit alors un signe de tête presque imperceptible à ses musiciens. Les instruments furent baissés. La scène et le salon tout entier lui appartenaient. Arthur, réalisant ce qui allait se passer, fit un pas pour l'intercepter, un « Qu'est-ce que vous croyez faire ?» se formant sur ses lèvres. Mais il était trop tard. L'interrompre maintenant ne ferait que le rendre plus désespéré et pathétique. Il était piégé sur sa propre scène, forcé d'assister au déroulement d'un scénario qu'il n'avait pas écrit. Élise arriva au piano. Elle passa le bout de ses doigts sur le bois poli. Une caresse familière. Une salutation à un vieil ami. Elle ajusta le tabouret, non pas avec l'hésitation d'une amatrice, mais avec la précision d'un maître. Elle s'assit et le simple acte de sa posture changea l'énergie de toute la salle. Le dos droit, les épaules détendues, les mains planant au-dessus des touches blanches et noires. Elle regarda le public et son regard ne demandait pas la permission, il commandait le silence. Et le silence vint, absolu et lourd, chargé d'une tension presque insupportable. Alors elle joua. La première note fut douce, solitaire, une goutte de son tombant dans un puits de silence. Mais elle fut suivie d'une autre encore, et soudain une cascade d'harmonies complexes et mélancoliques emplit le salon. Ce n'était pas une mélodie connue de Chopin ou de Liszt. C'était quelque chose de nouveau, de brut, une pièce qui semblait naître et mourir là, à cet instant. C'était la musique de sa mère, la musique qu'elle avait vendue, mais elle ne l'avait pas perdue. Elle l'avait portée en elle. La mélodie commença par raconter une histoire de perte, de rêves brisés, de couloirs froids balayés à l'aube. C'était son histoire, traduite dans le langage universel de la musique. Les invités qui s'attendaient à rire étaient hypnotisés, leur masque d'indifférence sociale fondant pour révéler une perplexité sincère. Puis la musique changea. La mélancolie laissa place à une fureur contenue. Une tempête d'accords dissonants et d'arpèges rapides qui montaient et descendaient le long du clavier comme des éclairs. C'était le son du rejet dans la boutique de tissus, de la froideur dans la voix du médecin, de l'humiliation dans le couloir du bureau. C'était la colère d'une vie entière à être jugée, sous-estimée et rejetée. Le visage d'Élise se transfigura. La sérénité fit place à une passion dévorante, les yeux fermés, le corps se balançant avec la force de la musique qui la traversait. Ses doigts n'étaient plus ceux d'une femme de ménage. C'étaient ceux d'une virtuose, se déplaçant avec une vitesse et une précision qui défiaient l'entendement. Elle ne jouait plus d'un instrument. Elle et le piano ne faisaient un seul être criant sa vérité au monde. Et enfin, la tempête se calma, laissant place à un thème final, un crescendo d'espoir et de pouvoir. Les notes devinrent claires, triomphantes, une mélodie qui parlait de résilience, de l'acte de renaître de ses cendres, plus forte et plus brillante qu'auparavant. C'était la bonté de M. Garnier, la loyauté de Sylvie, la force qu'elle avait trouvée dans le sacrifice. C'était la symphonie de sa victoire. Au milieu du public, un critique de musique classique de renom, qui avait été traîné à cette fête contre son gré, était debout, les yeux écarquillés, des larmes coulant sur son visage sans qu'il s'en aperçoive. Il n'écoutait pas une amatrice talentueuse. Il assistait au retour d'une légende qu'il pensait perdue à jamais. Mais le visage le plus important à voir était celui d'Arthur. Il se tenait au même endroit sur la scène, une statue de rage impuissante. Le menton tombant, la peau pâle, les yeux fixés sur la femme qu'il avait tenté de détruire. Il voyait l'admiration sur les visages de ses invités, le respect, la révérence. La fête n'était plus la sienne, le pouvoir n'était plus le sien. À cet instant, il n'était qu'une note de bas de page dans son histoire à elle. L'humiliation qu'il avait si soigneusement planifiée avait ricoché et l'avait frappé avec la force d'un raz-de-marée.
le noyant dans son propre venin. Élise joua la dernière note. Un accord puissant qui résonna dans tout le salon et flotta dans l'air, vibrant de toute la douleur, la colère et le triomphe de son parcours. Puis, le silence revint. Mais cette fois, c'était un silence différent. C'était un silence de stupeur, de pur ébahissement. Il dura 1, 2, 3 secondes, et puis le salon explosa. Ce ne fut pas un applaudissement, ce fut une éruption. Les gens bondirent de leurs chaises, criant, sifflant, applaudissant avec une férocité qui fit trembler les lustres de cristal. C'était une ovation debout, unanime, viscérale. La victoire d'Élise n'était pas seulement morale, elle était absolue. La dernière note flotta dans l'air pendant une éternité, un fantôme de son chargé du poids de toute une vie. Et puis le monde reprit ses esprits avec un rugissement. L'ovation fut une force de la nature, une vague de son qui la frappa sur scène, la faisant reculer d'un pas. C'était plus que des applaudissements. C'était une catharsis collective. À travers l'éclat des lumières, elle voyait le flou de centaines d'inconnus debout, leurs visages transformés par l'émotion brute que sa musique avait éveillée. Lentement, elle se leva du tabouret du piano, les jambes un peu tremblantes, et inclina la tête dans un geste de remerciement simple et digne. Le bruit ne fit qu'augmenter. À cet instant, elle n'était pas une femme de ménage, pas une imposture, pas un objet de pitié ou de moquerie. Elle était une artiste, reconnue pour sa vérité. Avant qu'elle ne puisse réaliser l'énormité du moment, la scène commença à être envahie. Mais ce n'étaient pas des agents de sécurité, c'étaient des invités, les visages en extase, contournant les musiciens du groupe pour l'atteindre. Le premier à l'approcher fut un homme plus âgé, aux cheveux blancs et aux yeux qui brillaient d'une intensité fébrile. « Élise de Angelis », dit-il, la voix pleine d'une révérence choquée. « Je le savais. J'y étais. Au concours national des jeunes virtuoses, il y a 10 ans. Vous avez joué du Rachmaninov. Personne n'a jamais joué comme ça. Et puis vous avez disparu. » C'était Anton Petrov, le critique musical le plus craint et respecté du pays. « Et où étiez-vous? Que s'est-il passé? Une musique comme la vôtre ne peut être réduite au silence. C'est un crime contre la beauté. » Il prit sa main, non pas avec la présomption d'un homme riche, mais avec l'humilité d'un dévot. « Vous avez besoin d'un agent, d'un contrat, d'une vraie scène, le théâtre des Champs-Élysées. Je peux passer un coup de fil dès demain. Le monde a besoin d'entendre ce que vous avez à dire. » D'autres s'attroupèrent. Une femme avec un collier de diamants, les larmes brouillant son maquillage, proposa d'être sa mécène. Un chanteur célèbre parla d'une collaboration. Les mêmes personnes qui, 1 heure auparavant, l'auraient ignoré ou regardé avec mépris, se disputaient maintenant son attention, lui offrant les clés d'un royaume qu'elle n'avait jamais pensé habiter. Elle accepta les cartes de visite, remerciant avec une grâce calme qui la surprit, mais ses yeux balayaient la foule, cherchant les seuls visages qui comptaient, et elle les trouva. Près d'une porte de service, presque cachée par la foule, ils étaient là. Madame Sylvie, le visage inondé de larmes de fierté, tenant une serviette sur sa bouche pour étouffer ses sanglots. À ses côtés, Monsieur Garnier, debout plus grand et plus droit qu'elle ne l'avait jamais vu, avec un sourire qui illuminait son visage ridé. À quelques mètres de là, sur scène, Marc l'observait, sa trompette oubliée dans ses mains, un regard de profond respect et d'admiration sur son visage. C'était son vrai podium, sa vraie ovation. Avec une excuse polie, elle s'éloigna du cercle de nouveaux admirateurs et traversa le salon vers eux. L'étreinte qu'elle donna à Sylvie fut féroce, un mélange de soulagement et de gratitude que les mots ne pouvaient exprimer. « On a réussi, Sylvie », murmura-t-elle à l'oreille de son amie. « On a réussi. » Elle se tourna vers Monsieur Garnier, qui hocha simplement la tête, les yeux brillants. « Vous leur avez donné plus que de la musique, mademoiselle Élise, » dit-il de sa voix grave. « Vous leur avez donné une leçon. C'est de ce point de vue, niché entre ses vrais alliés, qu'elle le vit pour la dernière fois. » Arthur. Il n'était plus sur scène, il était près de la sortie principale, complètement seul. Ses associés, ses amis, les gens qui l'entouraient auparavant, comme des papillons de nuit autour d'une flamme, faisaient maintenant partie de la foule qui l'acclamait. Le centre de gravité du pouvoir s'était déplacé,
et il avait été expulsé dans l'obscurité froide de la périphérie. Son costume coûteux semblait trop grand pour ses épaules, maintenant affaissées. Son visage était pâle, exsangue. Il n'avait pas l'air en colère, il avait l'air insignifiant. Avec un dernier regard perdu sur le chaos de sa fête ruinée, il se tourna et disparut par la porte, englouti par la nuit. Sa chute avait été aussi silencieuse et pathétique que sa cruauté avait été bruyante et grandiose. La fête d'Arthur était morte, mais une nouvelle célébration était née de ses ruines, la célébration d'Élise. Cependant, elle n'avait plus rien à faire là. Elle trouva le serveur à qui elle avait confié son sac, un jeune homme aux yeux effrayés qui la regardait comme si elle était une apparition. Elle prit le sac et, de l'intérieur, sortit un billet de 100 €, dernier vestige de l'argent des partitions de sa mère. Elle le plaça dans sa main. « Merci d'avoir veillé dessus pour moi », dit-elle avec un sourire sincère. Le jeune homme resta sans voix. Ensemble, les trois, l'artiste, la couturière et le gardien de sécurité, se dirigèrent vers la sortie, laissant derrière eux le son des applaudissements et des conversations excitées. En sortant à l'air frais de la nuit, la ville semblait différente, pleine d'une nouvelle promesse. Élise se retourna pour regarder la façade illuminée du grand hôtel Élysée. Le champ de bataille ne ressemblait plus qu'à un bâtiment. Elle y était entrée comme une femme de ménage, destinée à être une blague. Elle en sortait maîtresse de son propre destin. 6 mois plus tard, les lumières de la scène du théâtre des Champs-Élysées s'adoucirent, se concentrant sur un unique point de brillance au centre de l'immensité sombre. Là, assise devant un piano à queue qui semblait boire la lumière, se trouvait Élise. La robe de ce soir n'était pas rouge, mais d'un bleu profond comme le ciel nocturne, simple et élégante. Elle n'avait plus besoin d'armure. Le silence dans le théâtre était absolu, une entité vivante. Chacun des milliers de sièges de velours était occupé, et chaque paire d'yeux était fixé sur elle dans une attente collective. Ses mains, autrefois rêches de callosité et de produits de nettoyage, dansaient maintenant sur les touches avec une intimité et une puissance qui semblaient divines. La musique qui emplissait le théâtre n'était pas la mélodie furieuse de sa vengeance, mais quelque chose de bien plus profond. C'était une composition qui parlait de dépassement, de gratitude, d'une paix durement gagnée. Il y avait en elle la résilience de Madame Sylvie, la bonté de Monsieur Garnier et par-dessus tout l'amour inébranlable pour son frère. C'était la bande-son de son âme, maintenant guérie et complète. Lorsque la dernière note résonna et se dissolut dans le silence, le monde sembla s'arrêter un instant, et puis le théâtre explosa. L'ovation fut un tonnerre, un tremblement de terre d'applaudissements et de bravos qui montaient des fauteuils et descendaient des loges dorées. Élise se leva, le visage serein, illuminé d'un sourire sincère, et s'inclina. Mais son regard ne se perdit pas dans la foule anonyme. Il trouva un point précis au premier rang. Là se tenait Léo, non plus le garçon fragile, confiné à un lit, mais un jeune homme debout, applaudissant avec une énergie qui semblait pouvoir ébranler les fondations du bâtiment. Ses yeux brillaient de fierté, sains et pleins de vie. À ses côtés, Madame Sylvie et Monsieur Garnier, sa famille de cœur, partageaient ce triomphe comme si c'était le leur. Et ça l'était. Cette victoire, symbolisée par un théâtre comble et le respect du monde de la musique, était le résultat de chaque sacrifice, de chaque acte de bonté, de chaque point de couture et de chaque note vendue. Il l'avait invitée à une fête, certain que le monde se moquerait d'elle. Il ne savait pas que le monde, en réalité, n'attendait qu'elle. Son arrogance n'a pas été l'auteur de l'humiliation, mais simplement le facteur du destin, livrant une invitation que sa musique attendait depuis longtemps. Si le retournement de situation d'Élise vous a aussi rempli de fierté et vous a fait croire que la vraie force d'une personne peut réduire au silence n'importe quelle humiliation, s'il vous plaît, laissez votre like. Il fonctionne comme notre applaudissement virtuel pour cette histoire incroyable. Maintenant, je veux vraiment savoir d'où vous me regardez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ce voyage vous a trouvé. Je lis absolument tout
Et je tiens à répondre avec la plus grande affection. Et si vous croyez comme moi au pouvoir des secondes chances, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune histoire comme celle-ci. Mais ne partez pas. Choisissez l'une des 2 narrations que j'ai laissées à l'écran pour que vous la regardiez maintenant. On se retrouve dans la prochaine vidéo.